Ce matin, j'étais au téléphone avec une personne que j'accompagne et elle me dit j'ai fait 4 ans de psychanalyse avec un psychiatre et ça n'a pas donné de résultat. Et moi, ma réponse, ça a été ouais, en fait, je suis pas surpris parce que la psychanalyse est dans un paradoxe en France qu'il n'y a pas de démonstration scientifique de son efficacité pour résoudre les problématiques des personnes qui se font accompagner. Donc en gros, c'est pas efficace. Et pourtant, ça reste très populaire. Moi, j'ai régulièrement des personnes qui me disent voilà, j'ai fait une psychanalyse, je suis dans une formation psychanalytique. Et à chaque fois que je l'entends, il y a deux parts en moi. Il y a une part en moi qui a envie de respecter leur parcours, qui reconnaît que ça peut avoir une utilité, et une part en moi qui aurait juste envie de dire les amis, si vous voulez régler vos problèmes, la psychanalyse, ça sert à rien. Voilà. J'exagère un petit peu. Moi-même, dans mon parcours, j'ai eu un moment où j'ai travaillé avec une approche un peu psychanalytique avec la personne qui m'accompagnait. Et en fait, l'intérêt de la psychanalyse, c'est que ça permet de comprendre à un niveau mental ses blessures, son histoire. Et ça a une certaine utilité. Et moi, je le vois dans les accompagnements, le travail que je fais avec les gens sur l'enfant intérieur, sur les blessures, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à avoir confiance en soi. Quand ce travail est fait, quand il y a une clarté sur qu'est-ce qui s'est passé, bonjour l'église, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petit, les relations avec mes parents, etc. Ça aide et ça peut accélérer le travail. Donc ça peut être une base qui peut être aidante. Par contre, faire plusieurs années de psychanalyse, ça me paraît vraiment être une aberration. Si on a envie d'aller mieux dans sa vie, d'avoir plus confiance en soi, de s'aimer, je pense que ça ne va pas nous aider. Et comment ça se fait que du coup ce soit si populaire? Et non seulement c'est populaire, mais c'est très reconnu institutionnellement. Par exemple, pour avoir le titre de psychothérapeute, en France, il y a 3 moyens. Il y a être médecin, être psychologue ou être psychanalyste. Alors il y a une formation complémentaire à faire, mais voilà, ça montre que la psychanalyse est reconnue institutionnellement, officiellement. En fait, la raison, elle est historique et elle est culturelle. Elle est historique parce que quand la psychanalyse est arrivée, vraiment c'était du génie. Bravo Freud, il y avait des intuitions extrêmement fortes. Et l'observation de Freud, on a des écrits où il raconte ça, que quand un client verbalisait un événement du passé traumatique, il observait qu'il y avait une réduction, disons, de ses symptômes. Et donc le fait de pouvoir le verbaliser à quelqu'un, visiblement, ça produisait quelque chose. Et en fait, on partait de zéro. Le travail sur les blessures, la psychiatrie, tout ça, c'était vraiment des balbutiements. Il n'y avait quasiment rien à cette époque. Et l'hypnose, la psychanalyse, toutes ces approches qui sont nées à peu près à ces époques, fin 19e, début 20e, c'était révolutionnaire en fait à l'époque. Et donc ça s'est installé culturellement. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en France, c'est resté peut-être... y a un truc très mental qui plaît bien à l'esprit un peu cartésien, analytique des Français, l'esprit un peu intellectuel qu'on a. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 2 pays où la psychanalyse est
comme ça reconnue, populaire, etc., c'est la France et l'Argentine. Tous les autres pays du monde l'ont plus ou moins abandonné. Et la raison, c'est que il y a des nouvelles approches pour aller mieux, tellement plus efficaces. Et juste, ça marche. Et juste, on a des démonstrations scientifiques claires que ça fait du bien aux gens. Alors, mon conseil, si aujourd'hui vous êtes dans une psychanalyse, c'est lisez, renseignez-vous, parlez de ça peut-être avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez lire un livre qui est absolument génial et qui résume très très bien ce qu'on a commencé à comprendre depuis la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'aux années 2010, avec des révolutions extraordinaires dans la compréhension de ce qui se passe dans notre corps, dans notre système nerveux, quand on vit des blessures profondes dans l'enfance ou des traumatismes. Ce livre, c'est Le corps n'oublie rien, de Bessel van der Kolk. C'est un best-seller mondial par un très très grand nom de la psychothérapie aux États-Unis, qui a notamment contribué à faire rentrer dans le DSM. Le DSM, c'est le manuel clinique officiel qui répertorie toutes les pathologies. Et donc, il a contribué à faire rentrer dans le DSM la notion de trauma complexe. C'est-à-dire qu'un trauma, c'est voilà, j'ai un accident de voiture, l'événement est traumatique, mais avant et après, je suis dans des conditions relatives de sécurité. Donc ça, c'est un trauma simple. Et un trauma complexe, c'est quand je reste exposé au danger de façon répétée, continue, pendant des années. Donc typiquement ce qui se passe quand on subit de la maltraitance, par exemple. Voilà, juste pour vous dire que c'est une super ressource. Ce monsieur, il a à la fois vraiment toute la dimension médecin, scientifique, et à la fois vraiment c'est touchant d'humanité. On sent qu'il est très connecté, qu'il a beaucoup d'amour pour les personnes qui l'aident et qui l'accompagnent. Et ce livre, ça va vous parler vraiment de ce qu'on sait et de ce qu'on sait qui est efficace et pourquoi c'est efficace aujourd'hui. Dans ces approches, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu dans les années 50 la vague des thérapies cognitives et comportementales. Ça, c'est des approches en gros qui vont s'intéresser à comment fonctionne ton esprit, quelles actions tu entreprends dans ta vie qui peuvent t'aider à aller mieux. Observer qu'il peut y avoir peut-être des ruminations à l'intérieur de toi, des croyances, des choses auxquelles tu penses tout le temps et qui ne te font pas du bien. C'est observer aussi que peut-être il y a des actions que tu peux entreprendre qui ont du sens pour toi, qui peuvent être aidantes. Voilà, ça marche. C'est des approches qui sont très faciles. Les scientifiques, ils aiment bien les CBT. C'est très, très populaire dans le milieu scientifique parce que c'est très facile à créer des protocoles autour de ça. C'est relativement simple de montrer les résultats. Il y a des objectifs qui sont assez simples. Voilà. L'inconvénient de ces thérapies, c'est que ça travaille sur les symptômes, sur le mieux-être, mais ça ne te fait pas faire le travail de fond que peut-être tu as profondément une blessure de confiance en toi, une blessure de rejet, une blessure d'abandon qui te fait souffrir et qui est la cause. Donc, vous voyez, c'est comme du Doliprane. Ça soulage et donc ça a une utilité, mais on ne travaille pas sur la cause profonde. Après, il y a eu de nouvelles générations de thérapies qui ont repris l'approche des CBT et qui sont venues ajouter une dimension de pleine conscience. La pleine conscience, c'est prendre conscience que les pensées qui me traversent, les émotions qui me traversent, ce n'est pas moi. Moi, je suis l'observateur à l'intérieur qui suis conscient de ça. C'est ça le vrai moi. Et donc, je peux l'observer, tout ça, comme des objets à l'intérieur de moi. Et ça fait prendre vachement de distance. Tout d'un coup, on réalise, mais en fait, c'est juste une pensée qui me traverse. Peut-être qu'elle n'est pas vraie. C'est juste une émotion. Oui, elle me fait souffrir, mais peut-être je peux aussi être la personne qui prend soin de cette émotion et pas simplement être l'émotion, m'identifier avec elle.
voilà, donc ça, c'est très aidant. Et puis la troisième vague, c'était d'ajouter à cette dimension une dimension d'amour, une dimension de compassion euh, pour soi-même, un travail émotionnel. Voilà. Et toutes ces approches, elles marchent. Et puis, il y a un autre type d'approche. Je ne vais pas toutes les faire parce que vraiment, il y a beaucoup de choses, mais euh, qui sont vraiment plus de l'ordre du travail avec l'enfant intérieur. Donc par exemple l'IFS. L'IFS c'est une approche très populaire dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, etc. Qui consiste en fait à rentrer en lien avec notre enfant intérieur. Le terme n'est pas employé parce que le mot enfant intérieur, ça appartient plus à un vocabulaire un petit peu spirituel, métaphorique, etc. L'IFS vient de l'univers clinique, s'inscrit, il y a eu des études scientifiques, etc. Donc on ne nomme pas l'enfant intérieur, peut-être ça ferait trop you-you, pas assez sérieux. On appelle ça des exilés en IFS, c'est les parts de nous qui souffrent, mais c'est très 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 proche de ce qu'est l'enfant intérieur finalement. Et l'IFS consiste à prendre soin de ça à l'intérieur de soi. Et l'IFS, ça marche, c'est démontré scientifiquement, ça aide à se sentir mieux. Voilà, puis plein d'approches, vous connaissez peut-être l'EMDR, etc. Bref, je ne vais pas toutes les faire, ce serait vraiment l'objet d'une vidéo à part entière. Mais simplement, mon message, c'est de dire prenez du recul par rapport à la psychanalyse. C'est pas parce que c'est populaire en France euh, euh, que c'est bien, que ça marche et que ça va vous aider. Ça peut être utile. Tout n'est pas à jeter. Je ne veux pas non plus être caricatural. Ça peut avoir son utilité dans un parcours pour se comprendre, etc. Mais vraiment, je crois que cette idée que je vais aller faire 10 ans de psychanalyse, mais what, quoi. Faites pas ça. Faites pas ça. Et puis, peut-être je voudrais conclure en disant qu'il y a aussi des choses en psychanalyse qui peuvent nous abîmer. Je pense que ça a dû évoluer dans la pratique, mais historiquement, il y avait un peu ce truc de la neutralité du thérapeute. Vous ne vous engagez pas émotionnellement dans l'accompagnement. Il y a un peu cette distance de « Ah, ben, je vais pas réagir, je ne vais pas montrer que je me laisse toucher ». Et donc, il y a des raisons un peu théoriques à ça. Et vous voyez ce truc, ce cliché un peu de la psychanalyse où on est allongé dans un sofa, donc on ne parle même pas directement à l'humain qui est en face de nous. Et en fait, ça peut, pour certaines personnes, être retraumatisant. Et peut-être la personne ne va même pas en avoir conscience parce que voilà, je parle quelque chose qui est très vulnérable, etc. Et en face de moi, au lieu d'avoir une réponse empathique d'humain, j'ai une sorte de robot qui est dans son rôle de psychanalyste. Et du coup, je ne peux pas vivre émotionnellement juste l'expérience humaine, en fait, de partager une souffrance et de voir que la personne en face de moi, elle est touchée, elle est là avec moi, d'humain à humain. Et ça, moi, j'y suis particulièrement sensible parce que moi, je viens d'une approche humaniste du soin. Et dans l'approche humaniste, voilà, on est là avec notre bienveillance, avec notre humanité, avec ce qui nous touche, avec notre cœur, dans un cadre, hein, évidemment, mais on est là avec notre humanité. Et spécialement dans la famille d'où je viens, de l'intelligence relationnelle, qui est ce mode où pour prendre soin de quelqu'un, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la sécurité. Qu'est-ce qui se passe humainement? Est-ce que tu te sens en sécurité avec moi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et on va s'ajuster l'un à l'autre parce qu'on considère que ce qui a été blessé, c'est la relation de sécurité. On a peut-être été
grandi avec des figures d'attachement, donc des parents ou un environnement familial, où les personnes qui étaient censées nous aider étaient insécurisantes. Euh, et donc forcément, on va amener ce schéma dans le champ de la relation avec la personne qui nous aide. Et, et donc forcément, on va amener cette insécurité-là. Et donc c'est normal, et je le vois tellement souvent dans mes séances, qu'il y a comme une forme d'insécurité inconsciente dans la relation avec la personne qui est en face de moi. Et petit à petit, on dénoue ça dans l'expérience pour voir, mais ok, qu'est-ce qui se passe dans ton corps maintenant? Ah ok, je sens que quand je partage cette vulnérabilité, je sens que ça se crispe à l'intérieur de moi. Ok, et qu'est-ce que ça te fait dans ton corps quand tu me partages ça? Ah le fait de le partager, je sens que voilà, c'est vu, et puis ça soulage un peu. Donc vous voyez, dans ce dialogue, on est vraiment dans quelque chose où on travaille sur le lien, où on travaille sur la sécurité, où on travaille de façon expérientielle. Et moi, j'ai la croyance, et c'est ma petite croyance, et voilà, évidemment, je ne sais pas tout, mais j'ai la croyance que ce type d'approche, c'est vraiment l'avenir, en fait. Je le sens intuitivement, je pense que ça va beaucoup se développer, et on voit à quel point cette modalité de l'intelligence relationnelle est très très populaire. Il y a beaucoup de psychopraticiens, de psy, d'aidants, de coachs qui se forment à cette approche. Et je pense que ce n'est pas pour rien, je pense qu'elle vient répondre à un besoin important. Voilà. Donc évidemment, il y a un biais dans ce que je dis. Moi, je suis formé à ça, je crois à ça, ça m'a aidé dans mon parcours. Donc il y a un gros biais. Voilà, il faut que j'ai l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Mais je voulais vous partager cette conviction-là, parce que je crois que parce que j'y crois, en fait, tout simplement. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo, et puis à bientôt pour la prochaine.